Bon, une fois de plus, bonsoir. Bon, on va, comme il disait dernièrement, en fait, on va pas continuer, on va pas redessiner en fait la topologie pour le TP d'aujourd'hui. On va se baser sur ce qu'on a fait dernièrement et c'est de là qu'on va travailler. Bon, là, je vais ouvrir le support. Ok, là, sur le support OSPF, l'app numéro 2. Voilà. Bon, la dernière fois, on a travaillé sur. Je pense que la dernière fois, c'était au l'app numéro 2, mais on travaille sur le 2. Bon, c'est vrai, la façon dont il numéro cela, c'est bizarre. Mais bref, ok. Bon, là, par exemple, là, on a About It. J'espère que la présentation est visible chez toi. Oui, oui. Ok, ok. Là, on nous dit les OSPF Shorted Path First Protocol, c'est Link State Interior Gateway. Bon, là, on se rappelle. Bon, là, bon, on va voir cela. Juste qu'en pratique, bon, lorsqu'on va pratiquer, tu vas te rendre compte qu'on va faire deux. Quand on va faire un premier cas où on n'utilise pas de router. Là, on ne précise pas de router ID. Il est censé choisir le router ID de façon automatique du loopback directement. S'il n'y a pas le loopback avant, il prend la plus grande interface sur le routeur. Mais on va se rendre compte que lui ne va pas prendre directement le loopback. Il va directement prendre la plus grande interface parmi les interfaces du routeur. C'est-à-dire, si on a configuré le loopback qui est une interface logique, il y a déjà aussi d'autres interfaces qu'on a configurées qui sont des interfaces physiques. Voilà. Sur l'ensemble des interfaces, que ce soit logique ou physique, lui va regarder tout simplement la plus grande interface pour prendre cela comme router ID, comme valeur du router ID. Or, dans le cours, normalement, il devait plutôt prendre la valeur du loopback. C'est s'il n'y a pas le loopback qui regarde la plus grande valeur parmi les interfaces qui existent. Bon, c'est un peu la différence qu'on retrouve lorsque nous sommes en pratique. Bon, on va essayer de le faire ensemble tout à l'heure. Bon. Euh, oui, ici, en fait, tu te rappelles de ce point OSPF déjà. L'algorithme utilisé là sur le link state, c'est un Interior Gateway Protocol. Voilà, en termes de application scope, voilà, il y avait intérieur, il y avait extérieur. Oui, protocole développé par IETF, ok. Maintenant, en termes des versions des protocoles de OSPF, on a dit il y a version 2, version 3. Version 2, c'est lorsqu'on utilise les adresses IPv4, version 3, lorsqu'on utilise les adresses IPv6. Ok. Maintenant, bon, on va directement aller sur les objectifs. L'objectif ici, c'est étudier quelques commandes lors de la configuration de OSPF, vérifier le statut de OSPF, learn how to control OSPF route selection using cost. Exactement, voilà. Bon, on a vu dernièrement en fait que pour choisir le plus court chemin, il va se baser sur une métrique comme le coût. Et, et c'est possible de configurer ce coût-là. C'est-à-dire que par défaut, c'est vrai, il va prendre la meilleure route. La meilleure route, c'est-à-dire celui qui est moins coûteux en termes de valeur. Et c'est cette roue-là qui va installer dans la table de routage. Et maintenant, nous, on va essayer de contrôler cela. C'est-à-dire qu'on va essayer, par exemple, d'ajouter la valeur, c'est-à-dire d'ajouter la valeur du coût d'une route pour que la route qui est insérée dans la table de routage soit peut-être une route préférée. Bon, on va essayer de contrôler cela avec le cours ensemble. Understand advertisement of default route. Ok. Mais il y a aussi le default route, c'est là qu'on va configurer ensemble. Default route, c'est dans le sens, par exemple, bon, voici par exemple l'architecture, comme tu peux voir ici. Ou, par exemple, on peut décider que, bon, le default route, c'est sur R1. Pour dire, lorsque R2 reçoit un paquet, s'il n'a pas la destination dans sa table de routage, il envoie R1 directement. Pareil, si R3 reçoit un paquet, s'il n'a pas la destination dans sa table de routage, il envoie R1. Voilà. Et pour cela, il y a une technique maintenant pour gérer cela. C'est-à-dire, on va faire une configuration sur R1 de telle sorte que les routes par défaut vont s'installer directement dans tous les routeurs qui se trouvent dans le réseau pour que lorsqu'ils vont recevoir un paquet, ils vont simplement envoyer à R1. On va voir cela. Et c'est pratique dans des réseaux où on a configuré OSPF que d'aller manuellement sur chaque routeur et configurer la route par défaut. Manuellement, non. Il y a une technique pour configurer directement sur un seul routeur. Voilà. Pour dire, il est un peu comme une passerelle par où les paquets en fait qui n'ont pas de destination doivent passer. Learn how to configure OSPF authentication. Ok.
Ici, on va aussi voir un peu, on va aussi parler de sécurité, c'est-à-dire que l'authentification. On va parler de ça, l'authentification. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on étudie, c'est vrai, dans le cours, on n'a pas mentionné ce concept-là. Dans le cours de Huawei, on ne parle pas de ça, mais dans le TP, quand même, ils ont mentionné. Bon, ce n'est pas trop important, mais on va quand même voir cette partie. C'est-à-dire, pour établir les relations de voisinage, dernièrement, vous avez en fait vu que, bon, il n'y a pas de sécurité là, quoi. Voilà. Maintenant, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de configurer des mots de là, lorsqu'on parle de sécurité, authentification, en fait, c'est tout simplement des mots de passe. C'est-à-dire qu'on utilise des mots de passe pour contrôler l'accès entre deux équipements, peut-être qui veut communiquer et tout. Voilà. Maintenant, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire. Disons, par exemple, lorsque j'ai fini de configurer OSPF normalement, puisque ce sont des trucs qu'on va faire de façon progressive, on va d'abord le faire sans accès. Plus tard, on va essayer de mettre un accès. Voilà. Et si j'essaye de mettre l'accès, par exemple, sur R2, déjà, ok, pour que R1 communique avec R2, il faut qu'il ait le mot de passe de R2 et vice-versa. Voilà. C'est-à-dire que si je mets le mot de passe sur R2, dans ce cas, ils ne vont pas pouvoir communiquer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir s'échanger les hello packets et en fait la synchronisation de leur base de données, tout ça. En fait, il n'y aura pas de communication entre eux. Voilà. Maintenant, la communication entre eux va exister s'il vient aussi sur R1 maintenant pour mettre aussi le mot de passe de R1. De telle sorte que lorsqu'il va vouloir communiquer, en fait, ils vont tout simplement comparer leur mot de passe. Si le mot de passe de R1 est pareil que le mot de passe de R2, là, l'authentification réussit et ils vont se changer les paquets. Bon, ça, c'est juste pour les mesures de sécurité dans les réseaux OSPF, dans le sens où tu configures le mot de passe sur chaque routeur. Et si par exemple on apporte un nouveau routeur dans le réseau, si c'est qu'on n'a pas configuré aussi le mot de passe des autres routeurs, en fait, il ne va pas pouvoir établir la relation de voisinage avec eux et autres. Bon, ça c'était, comme je disais tantôt, c'est juste pour la sécurité. On va voir comment le faire, c'est aussi intéressant. Ok. Bon, networking topology, si on nous dit R1, R2 et R3 a gateway of their network, you need to configure OSPF to enable it. Ok. Bon, là, voilà l'architecture qui nous donne. Bon, avant de continuer, je reviens là sur UNSP, row statique. Je crois que là, c'est la topo la dernière fois que j'avais sauvegardé. Ok, je pense que c'est ce qu'on a utilisé si je ne me trompe pas. Je vais commencer par lancer déjà. Stat. Bon, pour ici, quand même, dernièrement, tu m'as fait comprendre que tout était ok. Tu n'as pas eu de soucis avec l'ancien TP. C'est ça? Non, je n'ai pas eu. Super, on va continuer de là en fait. On va continuer de là. Ok, le temps qui démarre, je reviens sur le TP. Bon, c'est un peu la topo. Je pense que, je ne sais pas si c'est peut-être la même topologie qu'on a. Mais sinon, bref, on va se servir de la topo qu'on a. Lorsque je regarde les interfaces, par exemple ici, oui, c'est la même topo. Je me rappelle, on n'avait pas l'interface Giga Ethernet 004 et j'avais remplacé cela par Giga Ethernet 002. Oui. Et le reste, c'était OK. Voilà, je pense que même les arrêts, sûrement, c'est OK. Par exemple, si je reviens là, configuration roadmap, voilà. Ça veut dire que voici un peu le chemin que nous allons suivre pour configurer cela. Create OSPF process on the device, voilà. Comme il disait tantôt, en fait, lorsqu'on configure OSPF sur un équipement, c'est un peu comme un processus qu'on crée, en fait, voilà. Et ce processus-là, lui, il est en cours et il travaille, il fait les tâches qu'il a à faire, tout simplement. Bon, c'est un peu ça. Configure OSPF Authentication, configure different, en fait, bref, on va exécuter tout ceci. L'étape numéro 1 déjà c'est complete, bon on va step 1, ok, là on nous dit complete basic device configuration. Lorsqu'on parle de basic device configuration ici en fait, c'est tout simplement dessiner la topologie, configurer les adresses IP et faire tous ces trucs là. Déjà on va vérifier ok, là je vais lancer. Ok. Est-ce que mon terminal est visible? Oui. Ok. Voilà. Là, tu vois, lorsque tu remarques, là, j'ai démarré et tu vois déjà les R1. Ça veut en fait dire que je suis sûr à 100% que mes configurations sont toujours là. Voilà. Parce que déjà, comme je disais tantôt, même le nom de l'équipement, c'est une configuration. Bon, s'il est là, ça veut dire que tout ce qu'on a fait dernièrement est présent. Ok.
ce qu'on va essayer de faire, comme je disais tantôt, c'est déjà de supprimer les routes statiques. Pour le faire, là, je suis à la vue utilisateur. Bon, je me rends à la vue système. OK. Ici, là. OK. Maintenant, avant de faire cela, on va d'abord déjà vérifier les configurations qu'on a eu à faire. Bon, on peut vérifier la table de routage. Display. Je te rappelle la commande. Display IP routing table. OK. Oh, là, je suis obligé de réduire. OK. OK. Là, je regarde ma table de routage. Tu vas voir, là, on a encore les routes statiques. Ça, c'est ce qu'on a fait dernièrement. Bon, on va supprimer tous ces routes statiques là. Et pour le faire, c'est très simple. Voilà, on va utiliser la commande undo. Voilà, undo. Maintenant, on écrit, bon, qu'est-ce qu'on veut undo? C'était route statique. Donc, tu écris route statique. Route statique. Ok, j'ai oublié quelque chose. IP, il y avait IP. IP route statique. Voilà. Maintenant, ici, en fait, on ne va pas perdre le temps, en fait, pour faire le undo route statique de chaque route qu'on a créée. Bon, je vais faire point d'interrogation, tu vas voir quelque chose. Après ceci, point d'interrogation, il est où sur mon clavier? Voilà, qu'est-ce que tu remarques là? Tu vois que lorsque tu fais undo route statique, tu as la possibilité de préciser l'IP directement, c'est-à-dire qu'une route spécifique, ou bien tu peux mettre le paramètre all. All maintenant, c'est du genre, il va retirer toutes les routes statiques qui existent sur le routeur ici en fait. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant pour ne pas faire un par un, parce que de toute façon, nous on veut tout retirer. Voilà, je vais faire all. Voilà. On me demande si je veux réellement retirer, je confirme. Ok, là il prend quelques minutes, quelques secondes, je vais dire. Ok, super. Si je nettoie et je retape ma commande, display puis routing table, tu remarques là, tu vas voir, il n'y a plus de route statique, il n'y a plus rien en fait. Ok, donc je fais tout simplement pareil sur R2. Undo IP route IP, j'ai mis OP. IP route statique all. Super. Là, nous sommes sûrs qu'il n'y a plus rien. Si je reviens sur R3, je fais pareil. Je retire tous les routes statiques qu'on a eu à configurer. Ok. Undo IP route static all. Je confirme. Ok, c'est bon. Bon, par exemple, sur R3, vérifions rapidement. J'ai fait IP route display IP routing table. Ok, là tu vois, il n'y a que des routes directes et autres. Super, ok. Bon, maintenant là, on va, à partir d'ici, on va suivre le TP. On va maintenant suivre le support. Là, nous sommes d'accord. L'étape numéro 1 ici, en fait, on va nous dire display the routing table of router 1. Ok, bon, on a déjà display le routing table. C'est ce qu'on venait de faire là maintenant. Et si tu remarques bien cette image, tu vas voir direct, les routes direct et autres. Pareil, bon, nous sommes déjà à ce niveau. Maintenant, step 2, ok, step 2 maintenant c'est configurer OSPF. Bon, là on va le faire ensemble, c'est très simple, je vais te montrer les étapes. Je reviens là, ok, et je prends le terminal parce qu'on va regarder à travers notre terminal au travail. Ok, sur R1, l'étape numéro 1, comme je disais, c'est de configurer le processus OSPF. Voilà, OSPF. Voilà. Et le processus généralement commence par 1. C'est-à-dire qu'on va juste mettre l'idée. Là, tu peux faire point d'interrogation pour vérifier. Tu vois, là, tu mets l'idée du processus que tu es en train de créer. Voilà. Bon, tu as fait système. Tu fais système d'exploitation, non? Oui, oui. Voilà. Tu sais que les processus sont des identifiants, des idées. Bon, c'est un peu pareil. Là, c'est un processus que j'ai créé. Je peux mettre une idée. Et par défaut, bon, je pense que dans le cours, on a vu ça. Par défaut, le premier processus OSPF que tu crées, c'est OSPF 1. Voilà, ça veut dire que tu peux préciser comme tu ne précises pas. Si on ne précise pas, il va te mettre 1 par défaut. Tu vois? Ok. Voilà, je mets 1 directement. Maintenant, la commande, en fait, c'est OSPF.
tu mets l'idée du processus. Et ce qui suit en fait maintenant, c'est le router ID. C'est-à-dire que je peux mettre router ID, tu vois, et je mets maintenant l'idée du routeur. Comme on a dit en fait que dans un réseau OSPF, chaque routeur a déjà un router ID. Mais comme je disais tantôt, bon, comme nous sommes là pour tester en fait tout ce que nous avons lu dans le cours, on va pas tester le router ID. Tu vois, comme ça on veut déjà d'abord se rassurer si réellement, bon, puisque le cours disait en fait qu'ils doivent prendre l'adresse la plus grande adresse en fait du loopback. Voilà. On va vérifier si c'est vrai. Mais comme il est tantôt, on va un peu observer quelque chose. On a mis OSPF 1. Voilà. Là, c'est OK. Maintenant, ces messages, c'est là. Bon, pour éviter cela, il y a une commande pour éviter cela. On va taper la commande undo terminal monitor. Undo, comme ceci. Undo terminal. OK, bon, c'est aussi, je ne peux pas taper cette commande sur cette interface-là. Bon, pour taper cette commande, je suis obligé de rentrer sur R1. Bon, il fait d'abord un kit. Je fais la commande undo terminal. Bon. Là, c'est pareil. Je suis obligé de rentrer plutôt à la vue système. Bon, je fais un kit. Et dans la vue système, je fais encore undo terminal monitor. Voilà, cette commande-là va en fait éviter qu'à chaque fois je reçois des messages et là il dérange lorsque moi je veux configurer. Bon, j'arrête tout cela. OK. OSPF. Voilà. Maintenant, après avoir configuré le processus OSPF, ce qui suit, comme je disais tantôt, c'est la zone. On travaille dans les zones area. Et maintenant, pour en ce qui concerne la formation ACI et Datacom, ici, on va juste travailler avec un seul area. C'est-à-dire que toujours, même ce TP, en fait, c'est juste une seule zone qu'on crée. Voilà. Maintenant, si tu veux bien étudier un peu, puisque dans le cours, on nous a fait comprendre qu'on pouvait créer plusieurs zones, il a fait communiquer tout cela. Là, déjà, la communication entre les zones, c'est-à-dire que la communication interzone entre un backbone area et un non-backbone area, là-bas, c'est déjà HIP. C'est-à-dire que ça, c'est déjà d'autres formations. Il y a une autre formation, en fait. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on pratique cela ici. On se concentre uniquement sur la certification HIE pour ne pas perdre le temps. OK. Bon, la commande maintenant, là, c'est area. Maintenant, area, je veux aussi que tu observes quelque chose. Voici deux façons de préciser le area. Soit tu mets une valeur, soit tu mets une adresse IP. Tu vois, voilà. Bon, ça dépend de toi. Généralement, nous, on prend l'option numéro 1, on met juste une valeur. OK. Et comme je dis par défaut, en fait, tu ne peux pas créer area 1 si tu n'as pas 0. Bon, là, tu mets 0. OK. Et tu vois aussi le nombre de zones qu'on peut créer, comme il y a de la dernière fois. 2 à la puissance 32. Bon, près de 4 milliards, en fait, de zones qu'on peut créer. Qui est énorme. OK. Lorsqu'on finit de préciser le area, c'est super. L'étape qui va suivre maintenant ici, c'est très simple. Bon, je reviens sur le support. Après la zone, l'étape qui va suivre maintenant, c'est ajouter les différentes interfaces en fait du routeur. Voilà, au niveau du processus OSPF, ça qu'on va faire. Là, on va dire les area command create en OSPF area and display de OSPF area view. C'est bon. Maintenant, là, on nous dit les network address. Y4 mask command specify the interface on which OSPF is to be enabled. Voilà, OSPF can run on interface only when the following conditions are met. Voilà. Bon, là, maintenant, on va donc spécifier les différentes interfaces sur lesquelles OSPF, sur lesquelles on doit appliquer OSPF, en fait. Voilà. Parce que c'est sur ces interfaces-là qu'on va se baser pour pouvoir déterminer quelle est la meilleure route vers la destination et tout cela. OK. Maintenant, pour le faire, il y a deux méthodes pour le faire. Donc, je vais d'abord nettoyer pour que tu vois bien. Il y a deux méthodes pour le faire. Première méthode, déjà la commande c'est network. Tu vois, tu écris network et ce qui suit maintenant, c'est que tu choisis. Par exemple, dans notre cas, rappelle-toi, on a combien d'interfaces sur R1? 3. On a deux interfaces physiques et une interface logique loopback qu'on avait créée, si tu te rappelles très bien. Bon, là, on va commencer avec, disons qu'on commence avec l'interface logique. La commande est très simple. Tu vas écrire network. Tu mets l'IP de l'interface en question, 10.0.1.1. Maintenant, il y a deux façons de le faire. Lorsque tu mets directement l'adresse IP de l'interface,
normalement, après l'IP, c'est-à-dire qu'après l'adresse là, si tu te rappelles très bien, ce qui suit, en fait, c'était le Y4 mask. Le Y4 mask, tu te rappelles. Pas le masque, mais le Y4 mask. Y4. L'inverse de. Hmm? J'ai dit l'inverse de l'adresse Exactement. max. Oui, là, c'est la définition de Y4. Voici l'orthographe ici. Exactement. Voilà. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est du genre, il y a plusieurs façons de le faire. Lorsqu'on met directement l'adresse comme ceci, tu vois, le Y4 mask, dans ce cas-là, on va tout simplement mettre 0.0.0.0. Tu vois un peu, voilà. Bon, par exemple, dans ce cas, c'est vrai que là, c'est direct, tu vas pas facilement comprendre parce que de toute façon, l'adresse logique, c'est là, c'était un slash 32. Bon, son Y4 mask devait toujours nous donner 0.0.0. Je valide. Moi, je navigue, je fais pareil. Tu vois là, lorsque je navigue, je n'ai pas des messages qui me dérangent à chaque fois. C'est parce que j'ai fait undo terminal monitor au départ. Si je ne le fais pas, c'est qu'après l'avoir validé, peut-être sur la première ligne, si tu vas voir, il y a des messages qui vont circuler et tout. Mais bref, c'est pas trop important. Ok, on prend maintenant, il y a une autre interface, le giga Ethernet 003, qui est le 10, il faut toujours regarder à travers son terminal, le 10.0.12.1, tu vois. Là, je fais pareil, 0.0.0.0, tu vois. Maintenant, voici ce qui est en train de dire. Je peux décider maintenant de, si par exemple, parce que là, c'était un slash combien? Un slash 24, tu vois. Voilà, normalement, le Y4 max devait être 0.0.0.255. Mais je vais utiliser cette méthode uniquement lorsque c'est l'adresse du réseau que je mets ici. Tu vois, c'est-à-dire qu'uniquement lorsque ici, en fait, j'ai mis l'adresse du réseau directement et non l'adresse IP de l'interface directe. Voilà, c'est-à-dire que soit je fais comme je viens de faire ici, ou bien je mets directement .1 directement l'adresse et là je mets 0.0. Est-ce que c'est clair à ce niveau? Ah, donc si c'est l'adresse de l'interface Oui, le Y4 mask c'est 0.0.0 direct, oui. Mais maintenant, si c'est plutôt l'adresse du réseau de l'interface en question, là tu mets le Y4 mask exact. Et c'est clair, ça s'explique en fait, tu vois. Ça s'explique parce que si tu as mis l'adresse du réseau, tu dois mettre le Y4 mask comme ça, OSPF connect exactement comment il va diviser. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Là, je valide. Bon, peu importe la méthode que j'utilise. Vous voyez une autre interface, Giga Ethernet 001. Faisons pareil de ce côté. Voilà. Là-bas, l'IP, c'est c'est le 10.0.13.1. C'est ça? Oui, c'est ça. Là, je valide. Là, c'est terminé. J'ai déjà spécifié toutes les interfaces en fait que OSPF va utiliser. Voilà. Maintenant, on passe sur R2, on fait pareil, on spécifie les interfaces aussi. Ok. Maintenant, sur OSPF, ce que je vais faire, c'est sur R2, je ne vais pas faire undo terminal monitor. Je n'ai pas envie de faire cela parce que j'ai envie que lorsque je configure, tu vas un peu essayer de voir comment ils vont commencer à s'échanger directement les hello packets. Bon, pour le faire, je vais directement faire là. Il vient d'avoir la vue système toujours. Ok, je suis sur R2. Bon, c'est important de regarder à travers son terminal pour ne pas s'embrouiller. Ok, bon, je n'arrive pas à bien voir. Je recule comme ça. Ok, je pense que là c'est visible. Ok, l'étape numéro 1, comme il disait, OSPF. Bon, si tu veux, tu mets 1. Si tu veux, tu mets pas. Il va directement prendre 1 comme numéro de processus. Ok, après ceci en area. Comme il disait, configurer OSPF. Bon, tu vois là, il commence à me déranger avec les messages. Bon, bref, après area, c'est bon. On commence network. Bon, je vais commencer peut-être avec le loopback qui est en haut là. Et comme il disait, bon, j'espère que tu te rappelles que lorsque tu commences à écrire, tu que ces messages apparaissent, tu appuies sur Tab pour avoir la main sur ta commande et continuer à écrire normalement. Ok, network 10.0.1.2. Ok, le Y4 mask 0.0.0.0. Là, j'ai validé. Je fais pareil maintenant avec l'interface Giga Ethernet 003. C'est quelle adresse qui est là-bas? C'est la 10.0.12. J'espère que je vois bien. Point 12.2, c'est ça? Ok. Non, c'est pas 23. Non, je suis d'abord sur l'interface Giga Ethernet 003. De l'autre côté. Oui, sur le routeur 3. Oui, c'est le 10.0.12.2. Oui, c'est ça.
Ok, le wildcard m'a 0.0.0.0. C'est bon. Maintenant, je passe sur l'interface Giga Ethernet 002. Bon, tant je nettoie. Donc, vous avez fait une erreur sur la Voilà. topologie. Est-ce que tu vois, il y a ce qui est en train de dire? Tu vois, tu as vu tous les messages qui viennent d'apparaître ici? Oui, oui, j'ai vu, oui. Voilà. Si tu regardes bien, attends, on va essayer de bien regarder. Si tu observes bien là, tu vas voir là, c'est les hello packets. Ils sont déjà en train de s'échanger des informations. Là, tu vois déjà les neighbor status, neighbor, les relations, la relation de voisinage en fait, tu vois, ils sont déjà en train d'établir cela. Il est déjà en train d'établir cela. Ok. Mais comme il disait tantôt, pour avoir, et si tu regardes ici en bas, est-ce que tu vois les différents états dont on a parlé? Est-ce que tu suis bien mon curseur? Tu vas remarquer là, tu vas voir par exemple le state loading. Tu vois, tu te rappelles très bien, tu vas voir full. Tu vois, voilà. Voilà. Loading, cela, ça veut dire en fait ils sont en train de. Bon, en fait, il y a un routeur qui demande par exemple un LSI qu'il a vu dans le LSDB de quelqu'un et qui n'avait pas et tout. Bon, tu te rappelles très bien. Bon, bref, c'est un peu ça. Mais plus tard, on va vérifier encore cela sur Wireshark. Ok. Bon, là, la communication, là, en fait, c'est déjà entre R1 et R2, tu vois. C'est un, parce que j'ai déjà terminé avec R1 et je venais de configurer l'interface Giga Ethernet 003 de R2, qui est l'interface, voilà, l'interface qui descend là. Maintenant, on prend l'interface Giga Ethernet 002 qui part vers R3 là, vers le routeur R3. On fait pareil avec lui d'abord. Network. Ah, network. Ok. L'adresse là-bas, c'est la 10.0.23. Ah, qu'est-ce que je fais? 10.0.23. Bon, cette fois-ci, bon, disons qu'on met toujours une exact point 2, comme ça, là, on met 0.0.0.0. Ok, là, je n'ai pas fait l'erreur, 10.0.23.0. Et comme il est tantôt, lorsque vous tapez une commande, il faut toujours faire display 10 pour se rassurer que vous avez bien configuré, tu vois. Oh, là, qu'est-ce que j'ai fait? Display 10, tu vois, pour te rassurer, en fait. Là, au moins, je suis sûr que, ok, j'ai ajouté mes 3 interfaces, tu vois. Et là, tu vois ici dans quelle zone? La zone 0. Voilà. Au moins, c'est là, je suis complètement sûr que j'ai tout bien configuré. Voilà, je ne vérifie pas parce qu'au moins, je suis sûr de moi. Mais sinon, lorsque vous travaillez, c'est important de le faire. Et j'ai l'impression, c'est que sûr, avec le temps, ils vont insérer les labs là, dans la certification. Bon, je suppose. Ok, bon, ici c'est R3. Je fais ça rapidement. OSPF. Bon, avant, ça veut d'avoir fait Undo Terminal Monitor pour éviter tous ces messages-là. Maintenant, Undo Terminal Monitor, tu peux abréger par UTM. Voilà, n'oublie pas. Ok. OSPF. Ok. Area 0. Ok, on commence. Network. Bon, je commence avec le loopback toujours pour aller vite. Ouais. 0.1.3. Y4 1.0.0. Ok. Je navigue. Deuxième c'est 10.0.23. C'est ça tout à l'heure, je disais. Tu dis? Oui, je disais tout à l'heure, c'était ça, 2, 3. Oui. 2, 3 en fait c'est du côté de R1, R2. De R2, R3, je vais dire, pardon. Oui. Oui. Ah, tu te rappelles les conventions, j'espère. Si. Voilà. Ok, c'est bon. Tout à l'heure, on avait oublié le 2, 3. On n'avait Tu pas fais, fait le 2, 3. tu fais ton display 10 en fait pour te rassurer que tout s'est bien passé. Tu vois, tu vérifies encore clairement. Là, tu vas voir, on a configuré, il n'y a pas eu de messages en fait de gauche à droite quoi, à cause de Undo Terminal Monitor. Mais souvent, en fait, il faut pas faire Undo Terminal Monitor parce que les messages parfois nous permettent aussi de savoir si on a réussi normalement. Tu vois. Parce que là, au moins, on devait voir les hello paquets qui s'échangent et tout cela. Ok. Voilà, nous avons terminé. On vient par exemple sur R1. On va travailler sur R1. Je nettoie. Ok. L'étape numéro 1, déjà, on va vérifier la table de voisinage. Voilà. La commande. Vas-y, donne-moi la commande. Display. OSPF. Voilà. OSPF. Pierre.
comme il te dit, on va ajouter brief. Brief pour avoir un sommet, pour ne pas avoir trop d'informations. Mais plus tard, on va lever le pied quand même pour voir quelques détails. Cool. Est-ce que tu vois ceci? Là, Si, par exemple, on a maintenant ces interfaces. Par exemple, là, nous sommes sur quel routeur déjà? Rappelons-nous très bien R1. Voilà, ce qui fait en sorte que ces voisins, c'est le R2 et R3. Maintenant, regardons un peu le neighbor ID. Voilà. Par exemple, le neighbor ID du celui-ci, c'est qui? Bon, le premier que je viens de prendre, c'est là. Lorsqu'on regarde l'interface, Giga Ethernet 001. Ok, c'est R3. Tu vois, celui-ci, c'est R3. Et maintenant, sur R3, on n'a pas précisé le router ID. Ce qui fait en sorte que, voici le router ID qui est là ici, le 10.0.13.3. Et lorsque tu regardes bien, tu te rends compte que le router ID en fait de R3, c'est pas le loopback, c'est pas 10.0.1.3. Tu vois, il a plutôt pris, l'adresse IP de l'interface Giga Ethernet 00001. Et si tu regardes bien, tu vas voir que c'est la plus grande valeur de l'interface, des trois interfaces qui est sur R3, tu vas voir bien que c'est la plus grande valeur, le 10.0.13.3. Si tu regardes bien. Est-ce que tu vois cela? Bon, c'est oui, oui. même, bon, c'est sûr que c'est pas la plus grande valeur parce qu'il y a aussi le 10.0.23.3, celui qui monte là en fait. Mais bref, c'était juste pour t'expliquer en fait qu'en pratique, ce n'est pas en fait comme on disait en théorie. Donc, comment il se passe pour savoir Attends, non, il y a même un petit souci. Attends, revenons un peu sur un point. Attends, revenons sur un point. J'ai Ethernet 00001. Attends, je vais c'est là en bas? vérifier quelque chose rapidement. Maintenant, je vois là Giga Ethernet 003. 003, c'est lequel? C'est là-bas, oui. Oui, 003, c'est celui qui monte vers R2. R2, Et oui. maintenant, le neighbor ID, c'est l'idée de son voisin en fait. Là, et ici, on a le 10.0.23.2. Ce qui fait en sorte que R2, lui, il a combien d'interfaces? Bon, là, je suis en train de parler. R2, si tu regardes très bien, tu vas voir que R2, lui, il a l'interface, il a trois interfaces. Il a le 10.0.12.2. Il a le 10.23.2 aussi. Et il a le 10.0.1.2 qui est le loopback. Voilà. Déjà, il n'a pas pris l'adresse loopback. Il a plutôt pris quelle adresse? Le 10.0.23.2. Et si vous regardez très bien, tu vas voir en fait que ça, c'est la plus grande adresse de ces interfaces, de toutes ces interfaces. Parce que ceci est plus grand que le 10.0.12.2. Donc, pour faire la comparaison, il le fait par octet ou bien? Oui, oui, octet par octet en fait, non. Octet par octet. C'est comme ça qu'on compare en fait les adresses IP pour connaître quel est plus grand que l'autre. C'est comme ça qu'on compare cela. Lorsque tu vois 10.0.23.2, tu vois, tu peux décider maintenant de détailler ceci là en fait pour voir quel est plus grand que l'autre. C'est un peu ça. Tu vois un peu ce que c'est en train de dire. Oui, 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 je comprends bien. Voilà. Par exemple, lorsqu'on regarde le 10.0.23.2, c'est très clair que c'est plus grand que le 10.0.13.3. Tu vois, ça c'est une adresse qui est devant en fait. Celui-là, lui, il est derrière. Et ainsi de suite. Ok. Bon, là, c'est un peu ça. C'est un peu comme ça qu'il sélectionne les adresses en fait. Tu vois. Maintenant, si on vient sur R2, si je viens sur R2, je nettoie. Je fais la même commande. Display OSPF. Display D. Display OSPF. Brief, j'abrège avec BR. Ok. Là, dans ce cas aussi, qu'est-ce qu'on remarque? Là, nous sommes sur RE. Je suis sur R2. Voilà. Son premier voisin, c'est vers l'interface Giga Ethernet 002, qui est R3. Et sur R3, quelle est l'adresse? En fait, la même adresse qui est le 10.0.12.3. C'est l'adresse qu'il a choisie là-bas, en fait. Et
lorsqu'on regarde maintenant pour Giga Ethernet 003, qui est son voisin R1, là-bas il a pris quelle adresse comme neighbor, comme router ID 10.0.13.1 en fait. Et là, pourquoi il n'a pas pris l'autre là? Pourquoi il n'a pas pris lequel? Le 10.0. Non, non, regarde. Je viens de souligner ceci. Tu vois ceci, Giga Ethernet 003. Tu es là? Oui, oui. Nous sommes sur R2. Regarde un peu l'interface du routeur R2. Attends, je descends. Là, sur R2, est-ce que tu vois son interface là? Giga Ethernet 003. Giga Ethernet 003 passe avec quel routeur? RE1. Parti R1, oui. Voilà. C'est le Justement. 10. Et maintenant, sur RE1, comme il passe sur RE1, regarde le neighbor ID en fait de RE1. Tu vas voir que c'est le 10.0.13.1. Là, nous sommes d'accord. Ça veut dire que cette adresse-là, en fait, c'est le router ID de RE1, non? R1, oui, oui. Justement. Et lorsque tu compares maintenant les différentes adresses de l'interface, en fait, de RE1, tu vas te rendre compte que la plus grande adresse est le 10.0.13.1. Car il y a eu le 10.0.12.1 et le 10.1.1, mais c'est plutôt cette adresse qu'il a choisi. Tu vois? Oui. Voilà. C'est un peu ça qui est dit en fait, que lui il prend la plus grande adresse de l'interface tout simplement. Et non le. Ça dit que j'aimerais un peu rentrer quelque part. Attends un peu. Je vais venir là dans le cours. Vérifier un truc rapidement. Je vais te montrer un truc. Sinon on revient sur le chapitre 6. Ok. Voilà. Ok. Si on vient ici. Ok. Voilà. Là, je te rappelle très bien de cette partie-ci. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils ont dit les process ID parameters specify an OSPF process. The default process ID is 1. Là, nous sommes déjà d'accord. OSPF support multiple process. Multiple OSPF process can separately run on the same device. Voilà, bon, voici le point important. On a dit the router ID command is used to manually specify the ID of a device. If no ID is specified, the system automatically selects the IP address of an interface as the device ID. Bon, c'est vrai qu'ici, ils ont tout simplement dit en fait que lorsqu'on ne spécifie pas le router ID, le système en fait va sélectionner de façon automatique une adresse IP des interfaces du routeur. Bon, c'est vrai qu'ici, là, ils n'ont pas précisé la plus grande interface. Mais je pense que dans le cours, il y a quelque part, on a précisé cela. Attends, je pense que même toujours là, on a précisé. Attends. Ok, oui, c'est là. Tu vois, on dit cela que a router ID is selected in the following order. Voilà. On dit the largest IP address amongst the loopback address are preferentially selected as the router ID. Tu vois déjà que nous, on a eu le loopback address, mais lui n'a pas choisi le loopback address déjà. Maintenant, là, on a bien dit if no loopback interface is configured. C'est-à-dire que normalement, if no loopback interface is configured, qu'est-ce qu'on fait? The largest IP address, c'est-à-dire que la plus grande adresse IP amongst address is selected at the router ID. Et comme il disait tantôt que ça c'est en théorie, parce qu'en pratique on se rend compte que même lorsqu'il y a le loopback address, il choisit toujours la plus grande adresse IP entre les interfaces qui sont présentes. Là nous sommes d'accord. Voilà. Bon, c'est très important de connaître cela. Mais sinon, les QCM que tu vas voir, en fait, tu vas te baser sur ce qu'on dit en théorie. Tu vois? Voilà. Ça veut dire que tu te bases sur ce qu'on dit en théorie, qu'on choisit la plus grande adresse IP entre les interfaces loopback configurées. S'il n'y a pas d'interface loopback configurée, on va maintenant plutôt regarder la plus grande adresse IP entre les interfaces physiques qui sont présentes. Là, nous sommes OK. Oui, j'appelle. Voilà. On revient sur le cours, on revient sur le TP. Maintenant, revoilà ici. Par exemple, au niveau de l'interface 2. Attends, je viens. Et sur la oui. Oui. Tu es sur quel routeur là-bas déjà? Allez au niveau de l'interface. Au niveau des routeurs.
Là où on fait la configuration, allez là-bas. Justement, R2, nous sommes au R2. Oui. Ok, oui. Et cliquez là-bas, double-clic. Le. Oui. Cliquez là. Ah, ok, tu veux voir les configurations. Ok, oui. Voilà. Maintenant, ici, on a l'autre adresse. Au niveau de l'interface, ouais, là-bas, 2, oui. Oui, c'est si. Ok, Giga Ethernet 002, c'est celui qui part vers R3. Oui, il part vers R3. Exact, oui. Alors que R3, nous avons, au niveau des interfaces, nous avons le 10.03, 10.03, 3. 10.0.23. Voilà, oui. Justement, normalement, là, c'est la plus grande adresse IP là-bas. Oui, oui. Oui, mais il a plutôt choisi ceci. Bon, oui, là, c'est un peu les petits soucis, en fait, là, qu'on remarque entre la pratique et ce qui est dit, en fait, en théorie. C'est ce qu'on remarque. C'est ça que je demande. Oui, c'est un peu ça le petit problème. Voilà pourquoi, généralement, on configure nos propres routers ID, en fait, pour éviter cette confusion-ci là. Ok. Voilà. Parce que peut-être la sélection encore est basée sur d'autres choses en fait qu'on là ne va pas connaître, tu vois. Mais sinon, en théorie, en fait, ils ont dit voilà comment ça se passe. Mais en pratique, on se rend compte que ça ne fonctionne pas très bien. Mais sinon, il y a d'autres places où ça fonctionne. Par exemple, lorsqu'on a essayé de l'analyser pour lequel lorsqu'on a essayé d'analyser pour le routeur RE, on a vu que là, ça fonctionne. Il a réellement choisi la plus grande adresse IP. Tu vois? Oui, Voilà, bon, c'est un peu ça. Voilà pourquoi, bon, de ce côté, ça ne va pas trop mettre l'accent dessus. Ok, là, c'est bon. Maintenant, on peut encore vérifier quel temps. On va vérifier la table OSPF. La commande, c'est display IP OSPF. Ah, là, j'ai fait une erreur. Display OSPF OSPF routing. C'est tout. Ok. Là, par exemple, tu vas voir en fait que destination, tu vois, si tu analyses bien, tu vas voir qu'il y a tous nos adresses en fait sont là, destination. Pour dire en fait que peu importe où je suis, je peux arriver n'importe où. Si tu regardes très bien. Voilà. Et là, par exemple, voici là, on aura tous les adresses, tous les interfaces. exactement, tout. Si tu regardes, tu vas voir que même les loopbacks sont présents. Par exemple, voici le loopback de R1 ici, si je ne me trompe pas. Là, c'est le loopback de RE3. Il y a le loopback de RE2 quelque part. Bref, on peut arriver n'importe où dans le réseau. On peut arriver, tu vois. Ça sont les routes découvertes par OSPF. Il n'y a pas les routes directes ici, là, tu vois. Maintenant, si on tape l'autre commande ici, là, bon, attends. Si on tape plutôt la commande display IP routing table, voilà. Là, tu vois maintenant, en fait, nous avons les routes OSPF, nous avons les routes directes. Toutes ces routes-là sont présentes. Tu vois? Voilà. Et les préférences, OSPF, c'est la préférence, c'est 10. Et route directe, c'est 0. Là, on connaît. Voilà. Maintenant, pour le coup, si on revient, bon, je vais pour te parler de ça, je reviens, je vais peut-être taper l'autre commande. C'est ici. Tu vas te rendre compte que pour le coup, par exemple, là, il y a d'autres, on a 0, il y a d'autres, on a 1, il y a d'autres, on a 2. J'espère que tu te rappelles comment calculer ce coup. J'ai expliqué dernièrement par simple exemple. Si par exemple, je suis ici, là, ce low-back là, et je vais arriver sur RE vers l'autre low-back, tu vois. Le coût ici, en fait, c'est tout simplement, il y a une formule pour calculer cela. On a vu dernièrement, en fait. C'était le reference bandwidth divisé par la bande passante de l'interface en question. Voilà. Et par exemple, ici, là, nous sommes sur Giga Ethernet. Giga Ethernet, lorsqu'on va faire 100 divisé par 1024, on se rend compte qu'on a 0, quelque chose qui est bon. J'ai dit en fait que la valeur doit toujours être supérieure ou égale à 1. On va ramener à 1. Ce qui fait que le coût de l'interface, si c'est 1, tu vois. Le coût de l'autre interface, si c'est 1. En fait, le coût de toutes les interfaces, si c'est 1. Nous sommes d'accord. Ce qui fait que si un paquet veut quitter de R1 à R2, le coût revient à 1. Mais si un paquet veut quitter de R1 à R2 en passant par R3, dans ce cas, le coût c'est 2 parce qu'on va faire 1 plus 1. Voilà, exactement ça. Bon, et c'est ce qui se passe avec la table de routage. C'est-à-dire que si on essaie d'analyser, par exemple, là, prenons peut-être le cas de 2. Par exemple, là, c'est quelle adresse? 10.0.23.
Ok, étant à R1, 10.0.23 étant à R1. Qu'est-ce réseau-ci là? Tu vois? Lorsqu'on parle de ces réseaux, ça veut dire par exemple, je vais peut-être essayer par arriver quelque part là, et c'est très clair. Le coût c'est 2 parce qu'il y a d'abord 1 qui est le coût de cette interface là, puis 2 maintenant pour arriver là. Est-ce que tu vois cela? Oui, oui. Exactement. Bon, c'est un peu ça. Maintenant, si je viens par exemple sur... Si je prends par exemple celui de 10.0.1.2. 10.0.1.2, c'est ceci en fait, tu vois. Et là, le coût c'est 1 quand il va passer uniquement par cette interface. C'est un peu ça. Et maintenant, lorsque nous sommes sur un routeur pour aller vers un loopback, le coût c'est 0 forcément. Exemple, ici sur R1, tu vas te rendre compte que pour aller vers 10 points, son loopback est 10 points. Son loopback c'est une interface logique interne déjà. Bon, c'est clair que le coût c'est 0. S'il veut peut-être aller vers 10.0.1.1, si on observe bien le coût, normalement là c'est 0. 10.1.1, c'est 0. Là tu vois. Voilà. Pour les next hop, je n'ai plus rien à expliquer. Pour les next hop, le area, c'est bon. Maintenant, comme il dit, c'est là le advertising router, c'est là, bon, bref, c'est un HIP qu'on entre en détail là. Et bon, bref, là, c'est cool. Tu vois. Là, on va essayer de faire les pings. On va essayer de faire les pings en fait. Je sais pas trop, je vais faire un ping vers. Je suis sur R1, je vais peut-être faire un ping vers le loopback de RE3. Tu vois, le loopback de RE3 qui n'est pas dans le même réseau que R1, mais là le ping va fonctionner normalement 10.0.1.3. Tu vois, peu importe comment tu vas faire ton ping, là il va passer. Maintenant on va faire le ping par exemple du... Là je venais de faire le ping du routeur R1 vers le loopback de R3. C'est-à-dire que l'adresse IP source, c'est l'adresse IP source de R1. Cette fois-ci, on veut maintenant plutôt préciser l'adresse IP source comme le loopback de R1. Pour cela, on va faire la commande ping. On utilise l'option "-a" pour préciser l'adresse IP source. Voilà. Et je vais utiliser plutôt le loopback de R1 qui est 10.0.1.1. Voilà. Là, maintenant, je précise la destination. Je vais ping qui. Je vais maintenant ping qui. Je vais toujours préciser pour le loopback de R3 comme on a précisé là, qui est le 10.0.3. Oh non, j'ai fait une erreur. .1.3. Tu vois là la communication. En fait, peu importe les combinaisons que tu veux ici, là, il y a toutes les routes qui sont installées. Bon, c'était un peu ça la configuration de OSPF. C'est pas s'il y a une question avant qu'on avance. Voilà, une question. Par exemple, au niveau pour configurer l'OSPF, après avoir configuré l'AREA, après on va configurer le network adresse. Oui, on spécifie les interfaces, oui, que OSPF va utiliser. Par exemple, si on a plusieurs interfaces, par exemple, on a 24 interfaces ou 12. Non. Mais dans ce cas, il est préférable de mettre seulement de spécifier, de mettre seulement les adresses du réseau. Oui. Bon, ça revient au même. Pourquoi est-ce que ça revient au même? Parce que chaque interface, en fait, c'est vers un réseau, tu vois. Par exemple, là, je ne peux pas avoir l'interface Giga Ethernet 001 qui mène vers un réseau qui est pareil que le réseau de l'interface Giga Ethernet 003. Rappelle-toi, le rôle d'un routeur, c'est interconnecter différents réseaux, non? Oui, je comprends. Voilà. Ce qui fait que si tu as 5 interfaces sur un routeur, ça veut dire que chaque interface mène vers un réseau différent. Si. Voilà. Bon, là, on continue avec le PDF. Là, ils ont fait pareil un peu. Ok, avant même il y a une commande que je voulais aussi qu'on tape. On va essayer ça rapidement. C'est toujours la même commande de display OSPF TML. Cette fois-ci, je veux plus qu'on précise le brief. Voilà. Display OSPF TML. Ok, voilà. Là, on va essayer de voir. Si je te rappelle, dans le cours, on a eu un truc un peu pareil comme ceci, tu vois. Lorsqu'on tape display OSPF TML, si je prends son premier voisin, ils sont déjà tous dans le même area. Rappelle-toi les informations en fait qu'on avait. On avait le router ID du voisin qui est là. On avait son adresse aussi, tu vois. Maintenant, on avait aussi est-ce qu'il est master et tout. Voilà. C'est-à-dire que pour déterminer si ces valeurs sont correctes, tu regardes tout simplement les deux routeurs qui communiquent. Par exemple, là, je suis entre RE1 et RE. Lorsque j'observe très bien, RE1. Bon, si on doit observer ce voisin ici. Le premier voisin ici, là, c'est quelle interface? Ok, ça veut dire que c'est RE3. Tu vois, c'est RE3, effectivement. Voilà.
tu essayes d'analyser. Ça veut dire que la relation de voisinage, c'est entre R1 et R3 pour ce premier cas-ci. Parce que le deuxième voisin, c'est R2. Ok. Maintenant, si on essaie d'analyser pour R3, c'est clair. Vérifie seulement, par exemple, les adresses IP. Lorsque tu vérifies les adresses, bon, les router ID, je veux dire. Lorsque tu vérifies les router ID, tu te rends compte que le router ID de R3 est plus grand que celui de R1, c'est ça, non? On a 10.0.13.3. Or, le router ID de R1, c'est 10.0.13.1 plutôt. Est-ce que tu vois cela? Oui, je vois. Voilà pourquoi lui, il est master. Tu vois? Si tu te rappelles, le master et l'esclave. Si. Voilà, c'est un peu ça. Il y a encore quoi? L'état full. Oui, on connaît à peu près les flux, on a échangé. Maintenant, le designated router et le border designated router. Quel designated router? C'est l'autre là. Le R3. Voilà. Maintenant, tu vas te rendre compte qu'ici, il y a un souci. Tu vas te rendre compte d'ici là, le designated router. Regarde bien la reste. Tu vas voir que c'est la 10.0.13.1. Tu vois? Oui. Oh, normalement, le designated router, c'est celui qui a le plus grand router ID. Ce qu'on a dit dernièrement. Oui, c'est ça qu'on a Voilà. donné. Mais ici, c'est pas le cas parce que il y a aussi un autre point. On a en fait dit cela que les élections étaient non préemptives. Tu vois. Ce qui fait en sorte que nous, lorsqu'on configure sur un routeur, c'est-à-dire que si je configure par exemple sur R1 et R2 en première position, et que dans ce cas-là, R1 était choisi comme designated router, et plus tard, je viens configurer OSPF sur R3, même s'il a un router ID meilleur, on ne peut plus refaire l'élection. Est-ce que tu vois un peu cela? D'accord, je vois. Exactement. Voilà pourquoi ici, là, tu vas te dire, mais comment R3, il a un router ID plus grand, mais c'est pas lui le designated router et tout. C'est un peu ça, c'est l'ordre du tout simplement de configuration et tout cela. Ok, bon, on va pas perdre le temps là. Je pense que j'ai montré ce que je voulais montrer. C'est ok. C'est ça, non? Oui. Ok. On revient dans le cours. On a déjà vu cela. Ok, on passe à l'authentification maintenant. Bon, avant de passer à l'authentification, je voudrais qu'on change les routers ID. Voilà, comme j'ai promis, changeons les routers ID. Ok. Pour le faire, on va tout simplement reconfigurer le processus OSPF. Bon, je peux dire une mise à jour du processus OSPF. Là, on va maintenant mettre le router ID. Là, je suis sur un router ID. Bon, généralement, on utilise les chiffres comme ceci là pour faciliter l'identification. Bon, pour R1, je vais dire seulement 1.1.1.1. Je valide, tu vois. Mais lorsque je valide, là, il ne va pas prendre d'effet. Je dois redémarrer le processus, en fait, tu vois. On appelle ça comment là? Je dois restart le processus. Et pour restart un processus OSPF, la commande, c'est ça qu'il faut donc trouver. Il faut donc trouver la commande. Je sais pas si c'était restart. Ah, ouais, c'était reset OSPF. OS. En fait, tu vois là, je me rappelle plus de la commande, mais après reset, je peux faire mon point d'interrogation pour voir ce qui suit. Et lorsque j'analyse bien, il y a un reset quoi? Ok. Bon, je pense que pour taper cette commande, je dois d'abord quitter de ce processus-ci là. Je quitte d'abord, ok, je refais reset OSPF. Bon, là. Ou bien c'était OSPF reset. OSPF, bon, on va faire point d'interrogation pour observer. La commande, en fait, bon, je me rappelle plus très bien de la commande, mais il y a une commande pour... ou bien, bon, attends un peu un instant. Ok. C'est comme si je dois être sur cette interface-là, bon. Attends, je réessaye. Oui, c'est comme si je dois venir sur l'interface utilisateur. On va réessayer. Reset OSPF, tu vois.
Je dois venir sur l'interface plutôt. OSPF, je crois que c'était process. Exact. Alors, est-ce que j'ai oublié de préciser le numéro du process, je pense? Non, je suis pas obligé de préciser. C'est comme si je laisse ça comme ça. On me demande de confirmer. Super, c'est ça la commande. Ah, c'est ça. Tu es là? Est-ce que tu es là? Allô? Je suis là, oui. Tu as vu la commande que j'ai tapée? Oui, j'ai vu la commande de recette OSPF. Voilà. Tu as vu lorsque je tape cette commande, tu as vu comment il a repris en fait les relations de voisinage. Ce qu'il faut noter, cette commande, on doit le taper à la vue utilisateur. Tu vois? Ok. Bon, ici par exemple sur RE2, je reviens là-bas, là, je reconfigure mon OSPF 1. Je donne maintenant le router ID. Cette fois-ci, ici sur RE2, bon, il va appeler son router ID 2.2.2.2. Super. Après, ici, là, tu reviens à la vue utilisateur et tu tapes la commande. Je nettoie le terminal. Tu tapes la commande reset OSPF process. Tu confirmes. Là, on redémarre le processus. Comme ça, il va tenir compte maintenant du paramètre qu'on vient de configurer. Là, il recommence à les relations de voisinage, adjacency relationship et tout cela. Ok. Bon, là, système, on fait pareil. OSPF 1 router ID. OSPF fait l'erreur. Mon clavier dérange. Router ID. Bon, là, on va dire le 3.3.3.3. Super. On va faire pareil. N'oublie surtout pas sur l'interface où on doit le faire. Reset OSPF process. Super. Ok, je peux déjà venir sur R1 par exemple. C'est pour enlever la configuration de l'OSPF. C'est pour redémarrer le processus OSPF en fait. C'est pour redémarrer. Voilà pourquoi lorsqu'on redémarre le processus en fait, il recommence la relation de voisinage et tout cela. Est-ce que c'est ok? Oui. Puisqu'on avait déjà créé le processus OSPF, on avait déjà fait les configurations OSPF. Mais là maintenant, je viens pour changer un paramètre en fait de configuration qui est le router ID. Par défaut, le router ID prenait la IP d'une interface. Maintenant, moi, je viens préciser mon router ID. Tu vois que là, c'est une modification que je fais. Je dois donc relancer le processus pour qu'il tienne compte de ma modification. Ah, ok. Tu vois? Oui. Ok. Là, par exemple, on va revenir sur OSPF. Bon, on revient sur la vue OSPF. Bon, c'était Area. C'était quoi? Area 0. Ok. Là, si je retape ma commande display OSPF Pierre Bref, par exemple. Bon, les messages, ça me dérange. Voilà, super. Tu vois, maintenant, regarde le neighbor ID. Tu vois que c'est le router ID que nous, on a précisé là. Je crois que là, maintenant, c'est plus propre et tu comprends facilement. Tu vois? Voilà pourquoi dans un réseau, nous, on configure toujours les routers ID manuellement. Et je pense que si tu te rappelles très bien, il y avait une note dans le cours où ils ont donné ce conseil ici, en fait. Si. Je pense que là, si on vérifie ailleurs, on va voir. Ça a pris déjà. C'est bon. Oui. Voilà. Bon, ça que je voulais montrer, en fait. Bon, c'est un peu ça. Mais si je n'avais pas fait le reset, si je n'avais pas redémarré le processus, en fait, il ne devait pas avoir changement. C'est voilà pourquoi j'ai pensé, c'est intéressant de te montrer cela. Ok. Ok. Là, maintenant, on va passer à step 4, OSPF Authentication. Voilà. Maintenant, OSPF Authentication, comme je disais tout simplement, on va configurer des mots de passe maintenant au niveau des routeurs. Et j'ai déjà expliqué en fait comment cela fonctionne. C'est-à-dire que si je configure le mot de passe sur R1, bon, on va le faire directement. À fur et à mesure, je vais expliquer. Il vient directement sur le terminal parce qu'on va regarder la commande ensemble. Là, par exemple, ici sur R1, tu vois, R1, ok. Et pour configurer, en fait, pour faire l'authentication, bon, je vais expliquer quelque chose. Il y a ce qu'on appelle, bon, je vais brancher la tablette rapidement. J'ai une question. Ouais. Est-ce que, par exemple, sur le process, le numéro du process OSPF qu'on configure, Oui. si par
Bon, en fait, le truc, c'est qu'il y a un ordre, en fait, avec ce processus-là. Tu ne peux pas mettre le 1 si tu n'as pas fait tu ne peux pas mettre le 2 si tu n'as pas déjà créé le processus 1. Tu vois? Voilà. Maintenant, dans la formation HIP, là, maintenant, il y a d'autres utilités, en fait, où on crée d'autres processus pour d'autres raisons, en fait, et autres. Il y a d'autres notions. Tu vois? Voilà. Bon, c'est un peu ça. Même la notion de zone, créer plusieurs zones encore, c'est des notions là-bas, des nouvelles choses que tu vas apprendre. Voilà, exactement. Attends, je prends un peu le stylet. Voilà. Comme je disais tantôt, pour l'authentification, bon, on a le interface authentication et on a le area authentication. Très important, il faut noter ces deux points-là. Maintenant, le interface authentication, c'est dans le cas où on va aller sur chaque interface pour configurer le mot de passe. C'est-à-dire que pour configurer ceci, voilà ça, tu vois. On va aller sur chaque interface. Maintenant, le Area Authentication, bon, c'est même le plus utilisé. Le Area Authentication, c'est dans le sens où on va directement aller sur un Area et on va configurer le mot de passe. Et lorsque tu configures le mot de passe sur un Area, ça fait en sorte que tous les routeurs qui se trouvent dans ce Area, au niveau de leur interface, bon, il va répliquer ce mot de passe sur chaque interface. Bon, c'est un peu comme un raccourci pour éviter d'aller sur chaque interface faire la même chose, tu vois. Voilà. Maintenant, on utilise par exemple le interface lorsque, bon, par exemple, l'authentification, bon, le interface est plus utilisé lorsque, par exemple, tu as un routeur comme ceci, 3 routeurs comme ceci, tu vois. Voilà. Lorsque, par exemple, l'authentification que je fais entre les deux ici est différente de ce que je fais entre les deux ici, tu vois. C'est où tu vas vouloir utiliser directement le interface pour aller pas à pas. Mais si l'authentification que tu fais ici, c'est la même chose que là, c'est la même chose que là, dans ce cas, mieux tu fais directement un area authentication, tu vois. Voilà. Bon, là, ici, par exemple, dans le... Attends, j'enlève le stylo. Ok. Dans le support, ici, là, ils ont fait le... Attends, on va observer. On va observer, ok. Là, par exemple, ils ont commencé par faire le interface authentication, tu vois. Là, par exemple, sur R1, on s'est rendu sur une interface et voici la commande qu'on tape. Puis on passe sur une autre interface, on tape la commande, tu vois. C'est un peu ça. Et maintenant, après cela, ils vont afficher la table de voisinage. Et observe quelque chose. Lorsqu'on affiche la table de voisinage est vide. Pourquoi est-ce que la table est vide? C'est très simple. Parce qu'on vient de configurer des mots de passe sur le routeur R1. Et on n'a pas configuré cela sur R2, on n'a pas configuré cela sur R3. Ce qui fait en sorte que R2 et R1 ne peuvent plus communiquer. Parce que R2 doit s'authentifier vers R1. Mais il ne connaît pas le mot de passe, mais il ne peut pas. Tu vois un peu? Voilà. Ça veut dire que pour voir cela, c'est très intéressant. Pour voir cela, regarde ce que je vais faire là maintenant. Je vais venir là ici sur R1. Ok. Je vais me rendre sur l'interface. Bon, je regarde l'interface rapidement. R1, on va peut-être prendre là ici sur R1, ok. Prenons par exemple l'interface, je vais les 001, puis on va prendre 003, ok. Là, je reviens à ce niveau, ok. Je vais dire là interface, giga ethernet 0/0/1, ok. Voilà. Je vais taper la commande pour l'authentification. Ok. La commande ici est très simple. Je pense que là, tu vois, c'est OSPF Authentication. OSPF Authentication. Authentication Mode. Voilà. Maintenant, là, c'est l'algorithme de hachage, en fait, oui, qui va hacher le mot de passe. Il y a plusieurs. Si tu fais le point d'interrogation, tu vas voir. Il y a MD5, il y a Simple, il y a bref. Là, dans le support de type, ils ont utilisé MD5. On va prendre les MD5. Voilà, là, tu mets l'identifiant. Cypher. Voilà, Cypher, c'est tout simplement pour crypter le mot de passe, en fait. Pour ne pas avoir le mot de passe en clair. Bon, là, si tu veux, tu ne mets pas Cypher. Si tu veux, tu mets Plain. Je crois qu'il y a l'option Plain. Ok.
Là, le mot de passe qu'ils ont donné dans le support là-bas, c'est ACI Datacom. HC. Et maintenant aussi, surtout lorsqu'on va faire WLAN, deux fois quelqu'un, il a le TP, on a donné un mot de passe, mais il veut créer pour lui, sans tenir compte en fait de la structure du mot de passe. Si on veut créer notre propre mot de passe actuellement, on ne peut pas juste par exemple mettre 1, 2, 3, 4, non. On n'est pas sûr en fait que il va valider les mots de passe comme ça. Bon, pour te rassurer, après ça, tu peux faire point d'interrogation pour vérifier en fait le mot de passe et tu essayes de voir en fait la taille. Par exemple, là, ils nous font comprendre que la taille va du... apparemment... Pardon? La taille. Oui. Apparemment, ça parle de string. Bon, là, ça, c'est la taille de l'octet. C'est comme s'ils n'ont pas précisé le nombre de caractères qu'un mot de passe doit avoir. Ils n'ont pas précisé. Lorsqu'on va faire WLAN, tu vas te rendre compte que là-bas, lorsqu'on va spécifier les mots de passe, ils vont spécifier tous ces trucs-là. Ils vont spécifier tous ces trucs-là. Là, ils nous font comprendre seulement que c'est une chaîne de caractères. Et cette chaîne de caractères... Ah, ok, je vois. On doit avoir une chaîne de caractères suivie de quelque chose, en fait. Voilà un truc déjà. Bon, bref, on va pas perdre le temps là. On va écrire HCIE Datacom, comme ils ont utilisé là. Datacom. Ok. Tu vois là, si je fais un display 10, tu vas te rendre compte que le mot de passe est haché en fait, tu vois. C'est plus visible, on n'arrive pas à voir. Cool. Bon, là, je viens de faire cela sur l'interface R Giga Ethernet 001. Voilà, on va faire pareil sur Giga Ethernet 003. On tape juste la même commande en fait. Voilà. HCIE Datacom. HCIE Datacom. Super. Tu vois. Maintenant, après avoir tapé cette commande, observe quelque chose. Si je viens là, je fais encore mon seul message, cela me dérange. Je vais d'abord venir faire mon undo terminal monitor. Undo terminal monitor. Ok. Pour éviter le dérangement. Ok. Là, si je reviens maintenant, je fais par exemple, je fais d'abord système. Ok. OSPF. Je pars au niveau du processus. OSPF. Il part au niveau de la zone. Area 0. Si je fais là maintenant display OSPF Pierre, je vais voir quelque chose. OSPF Pierre. Bon, faisons brief. Ah, j'ai fait une erreur au niveau du display. Display OSPF Pierre. Voilà, là je te rends compte qu'il y a un petit souci. Généralement, lorsqu'on applique le mot de passe, il prend un peu de temps avant de prendre l'effet, quoi. Parce que normalement, comme je disais tantôt, la table de voisinage doit être vide. Parce que normalement, RE1 ne peut plus communiquer avec un autre routeur. Car ils n'ont pas son mot de passe, c'est-à-dire que l'authentification va échouer normalement. Est-ce que tu vois cela? Voilà. Là, on va attendre juste quelques secondes et on va relancer. Bon, je tape encore. Bon, on attend quelques secondes. Mais sinon, tu remarques bien, tu vas voir que son voisin RE3 déjà n'est même plus visible. RE2, lui, il est encore visible parce que je pense qu'on vient de... C'est maintenant qu'on vient de faire pour RE2. RE2, c'est l'interface quoi. Giga Ethernet 0038. Tu vois qu'on vient de configurer le mot de passe. Voilà qu'il prend un peu de temps. Bon. Apparemment, je pense que c'est 10 secondes. Bon, pour ce temps-là, tu pourras un peu chercher sur Internet. Je n'ai pas encore cherché. Bon, on va encore taper. Super. Tu vois, là, c'est vide. Tu vois? Voilà. Ok. Là, on va venir sur RE2. On va faire pareil. Voilà. Mais pour ne pas perdre le temps sur RE2, maintenant, on va plutôt directement faire sur le area. Tu vois? Voilà. Comme ça, lorsqu'on fait sur le area, il va répliquer cela sur les deux interfaces directement de RE2. Ok. Bon, là, je vais venir là, système. On est sur quelle vue? OSPF. Area 0. Super. Étant sur le area, je vais taper la même commande. Ok. La commande là, c'était encore quoi? Ok. Ok, je n'arrive pas à voir là. Ok, OSP Authentication. Bon, là, je reviens à ce niveau. Je vais clair. Ok. OSPF.
sur moi. Là, il ne prend pas pourquoi. J'ai l'impression que j'ai fait une erreur quelque part. Ou bien je vais un peu vérifier si au niveau du Area Authentication, c'est la même commande. Mais je pense que c'est la même commande la dernière fois que j'ai fait cela. Non, il n'y a pas de, y a pas, y a pas de Ok, OSPF. oui, En fait, oui, tu oui, prends oui. Area. Oui, oui, oui. Puisque là, nous sommes déjà dans le processus OSPF, c'est vrai, nous sommes déjà dans le processus. Avant ça, nous étions au niveau de l'interface. Voilà pourquoi on précisait OSPF. Très bonne remarque. Et c'est où ils vont poser les questions, en fait, tu vois. Voilà. Très bonne remarque. Je vais tout simplement faire Authentication Mode MD5. Je mets là 1. Cypher. Voilà. HCIE. Là, maintenant, si tu mets un autre mot de passe, là, l'authentification va échouer, tu vois. Datacom. Et ça, et Datacom. Cool. Moi, j'ai fini avec RE2. C'est bon. Voilà. Maintenant, puisque j'ai fini avec RE2, ça veut dire en réalité, tu vois, là, il commence, il y a la relation de voisinage avec RE1. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, si on vérifie sa table de voisinage, normalement, on doit se rendre compte que le seul voisin visible, c'est RE1. Tu vois. R3 ne peut pas encore être visible parce qu'il ne peut pas encore communiquer avec R3. Si on vérifie, bon, ils sont de vérifier cela. C'est ça. Si je fais display OSPF Pierre Brief. Super, tu vois. Son seul voisin là, c'est R1 et c'est très normal, tu vois. Ok. Allez, que venons sur R3 et configurons rapidement le area pour ne pas perdre le temps. Système. Là, je vais dire OSPF processus area 0. Ok. Authentication mode MD5 1 cipher HCIE. Le cypher, c'est II. Ah? Ah, Le cypher, là, c'est. oui, c'était pas Datacom. Super. Bon, là, c'était un peu ça pour l'authentification sur OSPF. C'est ça que je voulais te montrer. On passe directement au prochain concept qui était le default. Le default route. Ok. Step 5. Step 5. On dit là, assume that R1 is the egress of all network. Therefore, R1 advertise the default route OSPF. Voilà. Là, on nous dit que R1, c'est le Y. Si tu te rappelles, le Y, en fait, c'est le routeur par lequel les paquets vont passer pour arriver sur Internet. Tu te rappelles très bien. Voilà. Et comme je disais tantôt, généralement, lorsqu'on configure le default route, en fait, c'est pour les paquets qui partent sur Internet. Parce que on ne va pas installer sur notre table de routage les adresses IP de destination vers tous les services qui existent sur Internet. Non, là, on va saturer la table de routage. Voilà pourquoi on insère une seule adresse qui est le default route, de telle sorte que lorsqu'on envoie un paquet, si l'adresse de destination n'est pas dans la table de routage, ça veut tout simplement dire que c'est un service qui est sur Internet, tu vois. C'est-à-dire que dans ton entreprise, tu peux décider que tous les routes que tu insères dans ta table de routage, c'est vers peut-être tes services internes à toi. Maintenant, si quelqu'un fait une requête et que la destination n'est pas dans ta table de routage, tu envoies ça directement sur le Y-Router. Ça veut dire que c'est sûrement la personne en train de faire une requête vers Internet. Bon, généralement, c'est un peu comme ça qu'on le fait. Et maintenant, dans un réseau OSPF, on ne va pas aller faire le default route sur chaque table. Non. Voilà, tu identifies tout simplement quel est le routeur qui joue le rôle de Y-Router. C'est-à-dire que quel est le routeur en fait qui se charge de router les paquets sur Internet. Lorsque tu identifies ce routeur, c'est celui en fait que tu vas taper cette commande. Et la commande est très simple. Voici la commande ici. Display route, default route, advertise et tu mets le mot-clé always. Bon, on va venir sur RE. Bon, dans notre cas, par exemple, prenons RE1 en fait comme le Y en fait. Ok. Bon, je vais là nettoyer le terminal. Ok. Bon, je vais quitter tout simplement. Ok. On doit être directement sur le routeur. Là, je vais dire default. Attends. Il y a un problème. Quand je vérifie un peu. Ok, je dois me rendre au niveau de OSPF. Ok.
Oui, et là, c'est logique, c'est logique, c'est logique. Car c'est une commande qu'on peut taper uniquement sur le processus OSP, OSPF, ok. Maintenant, je vais dire default route advertise, tu vois, default route advertise. Maintenant, il y a plusieurs options là. Si on fait point d'interrogation, il y a always, il y a course, permit, calculate, order. En fait, il y a d'autres paramètres. Mais comme je disais tantôt, ça c'est un chapitre au niveau du HIP. Il y a plein de choses en fait on va voir de ce côté-là. Maintenant, je vais mettre always. Voilà, pour dire que en fait, toujours, toujours. Maintenant, si on vient par exemple sur R2, tu vas essayer de voir quelque chose. Disons que je consulte la table de routage ici. Je fais peut-être quitte là. Si je fais un display, display OSPF routing table. Cool. Là, si tu observes très bien, est-ce que tu vois ceci là? Là, il y a une default route qui a été ajoutée. Tu vois? Et si tu regardes le next hop c'est vers l'interface d'entrée du routeur R1 qui est le 10.0. vers là. Tu vois? Si tu vérifies R3, tu vas voir pareil, cette route est à l'intérieur. Voilà. Est-ce que tu as un peu vu l'utilité de cette route-là? Oui. Ok, bon, c'est un peu ça. Maintenant, on va voir le dernier concept qu'on va étudier ensemble, c'est... Ok. Bon, il y a aussi un truc que je voulais préciser. Voilà, très très important. On va taper cette commande ensemble. Si je fais tout simplement, par exemple, display IP routing table. Ok. La table de routage normale. Bon, bref, c'est pas sur R1 que je vais faire cela. Je vais faire cela sur R2, par exemple. Car c'est où il y a la table de routage. C'est où il y a la route par défaut. Display IP routing table. Cool. Observe bien le default route qui est là. Regarde bien le protocole. Tu vas voir que là, c'est pas OSPF. En fait, pas que c'est pas OSPF, c'est toujours OSPF en fait. Mais là, c'est OSPF external. Rappelle-toi en fait que lorsqu'on travaillait, il y a une table qu'on a vue dans le cours en fait, au niveau des différents protocoles. OSPF était divisé en deux. Il y a OSPF internal et OSPF external. Et ce qu'on fait depuis le début, en fait, c'est OSPF internal. C'est-à-dire qu'on travaille au sein d'un même système autonome. Tu vois, voilà. Maintenant, lorsque deux systèmes autonomes veulent déjà communiquer, c'est OSPF external qui est utilisé comme il disait tantôt, tu vois. Et la préférence avec OSPF external, c'est 150, tu te rappelles très bien, tu vois. Et c'est OSPF internal qui était 10, voilà. Et dans la table de routage, OSPF external, c'est un peu comme ça qui note cela, OASE cela. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, et c'est très important parce que les questions comme ça, tu vois, si tu n'as jamais fait, tu vas pas savoir cela. Puisque c'est, il n'y a pas ça dans le cours, mais dans le TP, tu vois cela. D'accord. Ok, bon, tu notes. On va aller rapidement. Il y a quoi qu'on va faire d'autre? Ok, maintenant pour OSPF course, en fait, voilà, comme je disais tantôt. Là, par exemple, nous sommes sur R1. On va observer quelque chose. Nous sommes sur R1. Et étant sur R1, pour arriver au loopback de R2, le loopback de R2 c'est le 10.0.1.2. Observons la table de routage. 10.0.1.2. Ok. Tu vois, voilà, le cours c'est 1. 1 pourquoi? Tout simplement parce que le paquet passe directement en fait vers R2 pour arriver à destination, tu vois. Ce que nous on va faire, c'est on va augmenter en fait le coût de cette interface là. C'est-à-dire que l'interface qui lie R1 et R2, on va augmenter le coût. Voilà. Et si on augmente le coût, tu vas voir automatiquement, il va plutôt prendre la route vers R3. Parce que vers R3, le coût c'est 2. Si tu regardes très bien pour arriver au loopback de R2, si on passe par RE, si on passe par là, tu vois, puis on passe par là, ça fait en sorte que pour arriver là, le coût c'est 2 tout simplement. Si on ajoute par exemple ce coût ça veut dire que si j'augmente le coût de l'interface, c'est à 3 uniquement déjà, le paquet ne va plus passer là. C'est ça qu'on va faire là maintenant. Alors pour cela, on va venir là. Oh, ok, bon. Je suis où? Voici ma topo. Ok. Ok. La commande est très simple.
Je me rends sur l'interface. Bon, je vais la faire interface giga Ethernet 0/0/3. Ok, je vais rajouter le cours de l'interface qui monte vers R2. Ok, là je vais tout simplement dire OSPF cost. Tu vois, la commande est très simple. Tu donnes la valeur, c'est tout. Comme il dit tantôt, donnons même 4 par exemple. C'est bon, c'est bon. Si on vérifie la table de routage encore, tu vas voir, il y a quelque chose d'intéressant là. D'ici là, OSP Routing Table. Cool. Cool. Essayez encore d'observer pour aller vers 10.0.1.2. 10.0.1.2. Cool. Est-ce que tu as vu le cours? Le cours là, c'est quoi? C'est 2. Tu vois? Oui. Voilà. Et si tu regardes le next hop c'est la 10.0.13.3 qui est l'adresse là. Tu vois où le paquet va passer maintenant pour arriver à destination. Oui, j'ai vu. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, on peut gérer le coût comme il disait tantôt. Voilà. Et pour cela, on peut tester en faisant... Bon, est-ce que je t'ai déjà montré la commande 13 routes? Oui, oui. Ah, ok. Si j'ai déjà montré, c'est cool. Bon, on peut toujours utiliser... On a déjà montré dans l'ancien TP. Oui, oui, on a fait ça pour trouver le chemin pour le faire. On a? Le paquet. Oui, on a fait ça pour voir par quel chemin le paquet est passé. Exactement. Tu vois, là, on nous fait comprendre qu'il est d'abord passé par R3 avant d'arriver R3 puis R2 avant d'aller au loop back. Cool. Allez, que tu connais déjà 13 routes. Ok, si on continue avec le TP, il y a encore quoi que je voulais vous montrer. Ok, je pense que là c'est bon. C'est bon, on a terminé avec le TP. Bon, il y a quand même un dernier paramètre que je voulais montrer. Rappelle-toi qu'on a dit que le réseau était fiable. Fiable, ça veut dire que si une interface ne fonctionne plus, il est censé trouver une autre route, voilà, tu vois, pour de façon automatique sans toutefois qu'on intervient là. Ça veut dire que par exemple, là, disons que je reviens sur l'interface, ça veut dire en fait, disons, parce que là, actuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rends compte que puisqu'on a ajouté le coût de cette route, il a préféré prendre cette route-ci, tu vois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais un peu shut down la route-ci là. C'est-à-dire que disons que cette route-ci est défaillante, tu vois. C'est-à-dire que le câble, ne marche plus. Tu vas voir comment automatiquement, il va revenir plutôt prendre la route où on a ajouté le coût à 4, tu vois. Parce qu'il n'a pas le choix, en fait. Bon, essayons de faire ça. C'est un peu ce qui est vraiment intéressant avec le réseau. Ok. Là, je me rends sur l'interface interface. L'interface qui part vers R3 là, c'est Giga Ethernet quoi. Giga Ethernet 0/0/1. Tu vois. On va utiliser la commande shutdown. Je te rappelle de cette commande. Voilà. Pour abréger, en fait, si tu veux, tu écris shut tout simplement. Tu vois. Si tu veux, tu écris shoot comme ça. Il va comprendre. Super. C'est-à-dire que, essayons de consulter encore la table de routage d'abord. Voilà, dans la table de routage, tu te rends compte maintenant que pour arriver à 10.0.1.2, regarde le coût 4, tu vois. Voilà, il est obligé de passer maintenant plutôt par le 10.0. Tu vois un peu que le réseau est vraiment fiable, tu vois. S'il y a un souci là, il gère automatiquement et tout. Voilà. Maintenant, il y a un dernier point que je voulais montrer, mais le temps, c'est trop long. Normalement, ça veut dire que si on veut dire que l'interface fonctionne, on va tout simplement faire un undo shutdown. Nous sommes d'accord. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de préciser. Lorsque le paquet passe vers R3 pour arriver au loopback, je vais te poser cette question-là. Parce que normalement, lorsqu'on fait un ping et qu'on reçoit, ça veut tout simplement dire que ping, c'est echo request, echo reply. Voilà. Si le paquet est passé par R3 pour arriver à destination, ça veut tout simplement dire que là, c'était le echo request. Mais dans le echo reply, la question que je te pose, c'est est-ce que le echo reply va passer par R3 toujours pour arriver à R1 ou bien il va directement quitter le R2 pour arriver à R1? Le echo reply. Pour le echo reply. Oui. Il passe de l'autre côté parce que cette interface est down. Non, j'ai dit que considérons que l'interface là fonctionne. Tu parles de quelle interface est down? Quelle interface? L'interface que vous avez mis G001. Non, je n'ai pas compris ce qu'il est en train de dire.
Ok, attends, revenons là. Interface giga ethernet 0/0/1. Ok. Undo shutdown. Ok. Là, l'interface fonctionne. Je suis en train de dire ceci. Si je fais un ping, tu vois, ça veut dire que si je suis sur R1, je fais un ping. C'est très clair qu'il va prendre ceci parce que la préférence de ce chemin, c'était 4. Bon, ça veut dire que le paquet va passer par R3 avant d'arriver là, le coût qui était 2. Maintenant, un ping, en fait, c'est 2 messages envoyés, echo request, echo reply. C'est donc qui fait comprendre que si le message passe par là, ça veut dire que là, c'est le echo request qui est envoyé. Maintenant, le echo reply, c'est-à-dire que lorsque lui va répondre, en fait, qu'il a reçu le paquet, il va répondre par où le message echo reply va passer directement de R2 pour arriver à R1, ou bien le message va passer par où le echo request était passé. Non, il va passer par le même chemin qu'il avait passé, parce que là-bas, le coup, c'est pas. Non, là, c'est faux. C'est faux. Cette fois-ci-là, lorsqu'il va vouloir répondre, le message va directement passer de R2 vers R1. Bon, j'ai bien fait de poser cette question. Pourquoi? Parce que lorsque R2 va recevoir le message de ce loopback-là, il va tout simplement vérifier sa table de routage. Et lorsqu'il va vérifier sa table de routage, il va envoyer directement de ce côté-ci. Pourquoi? Parce que le coût, on a configuré uniquement sur l'interface-là. Tu te rappelles? Rappelle-toi que pour le cours, je suis venu sur l'interface, j'ai gagné les 003 avant de configurer. Je n'ai pas fait pareil sur l'autre interface. Ah, ok. Tu vois? Donc, si on avait configuré le même coup, ça veut dire que pour prouver cela, non, je vais me placer sur l'interface, par exemple. Je vais lancer Wireshark. Pour vérifier s'il y a un paquet qui va passer là-bas. On va vérifier cela. Voilà. Là, il me propose une nouvelle version. Bon, bref. Ok. Tu vois, de temps en temps, il y a les Hello Packets. Voilà, il y a aussi un truc qu'il faut noter. Les Hello Packets sont envoyés après chaque 10 secondes. Voilà, je pense que tu peux tomber sur un QCM. Après chaque 10 secondes, les Hello Packets sont envoyés. Après chaque 10 secondes. Voilà. Je voulais encore dire quoi? Ok. Ça veut dire que là, on va essayer de faire le ping. Bon, avant de faire le ping, déjà, je vérifie encore pour que tu vois que tout cela marche normalement. Bon. Ok. Voici la table de routage. Nous sommes clairs. Pour arriver là, le paquet va passer par 10.0.13, la préférence 2. Je te rappelle. Voilà. Avec je vais faire un ping. Ping vers 10.0.1.2. Là, tu vois, on a les echo request, echo reply. Maintenant, ici, on l'observe. N'oublie pas que Wireshark, j'ai activé ça sur l'interface de R2 vers R1. Avec observons. Regarde bien les replies et essaye de regarder l'IP source et l'IP destination. Lorsque tu regardes l'IP source, tu te rends compte, bon, on filtre où? Je vais filtrer les ICMP uniquement. Voilà. Ok. Si tu regardes bien l'IP source, bon, je sais pas si c'est visible. Ok. Ok. L'IP source c'est le 10.0.1.2. Bon oui, qui est le loopback. Et maintenant, lorsqu'il répond destination, c'est 10.0.13.1. Et 10.0.13.1 c'est qui? 10.0.13.1. 10.0.13.1. C'est cette interface-ci. Attends, il y a un petit bémol. Ok, oui, ça marche. Rappelle-toi que j'ai fait le ping étant sur R1. Puisque j'ai fait le ping étant sur R1, l'IP source, en fait, c'était l'interface là. Tu vois? Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Voilà. Et maintenant, lui, il répond à l'interface. Il répond à cette interface. Et puis, c'est ça l'IP source. Et moi, je suis en train de capturer à ce niveau et je vois ces replies là. Ça veut dire que le paquet, effectivement, est passé par là. Parce que si le paquet ne passait pas par là, c'est que lorsque je capture à ce niveau, je ne dois rien voir normalement. Ça doit être vite. Tu vois? Oui,
Bon, c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu as une question à ce niveau. Non, je n'ai pas de question. C'est super, c'est super. Bon, c'est tout, voilà. C'est tout ce que je voulais vraiment te montrer aujourd'hui. On a beaucoup appris, on a même vu d'autres choses qu'on n'a pas vu dans le cours. Bon, bref, c'était un peu ça, quoi. Voilà. Et la question dont je venais même de te poser là, c'est demandé ici en bas. Où on dit que what is the path for R2 to return ICMP packet to R1, tu vois. On demande un peu le chemin vers lequel R2 va envoyer ses paquets ICMP. Maintenant, si on vient sur Wireshark, par exemple, je ne sais pas si on peut voir cela. Ok. Prenons par exemple un Hello Packet là, tu vois. OSPF, Hello Packet. Ok. Voilà ce qu'il te disait là. Le Hello Interval, après combien de secondes? 10 secondes, tu vois. Voilà. Bon, c'est un peu ça. OSPF Header. Si tu viens sur OSPF Header, Message Version, Source, Checksum, tout cela, je pense qu'on a étudié tout ceci. Bon, il y a quoi que je voulais encore montrer. Designated router, tu vois, les backups designated. En fait, tout ce qu'on a étudié en cours là, tu vois, tout cela est présent à ce niveau. Bon, c'est un peu ça. Bon, je pense qu'on a terminé. S'il n'y a pas de questions, c'est cool. J'ai enregistré la vidéo, tu vois, et tu as le support, bon. Tu connais ce que tu dois faire. Tu refais le TP. Tu fais les captures, tu fais ton rapport en fait, tu vois, parce qu'il y a vraiment eu trop de notions ici. La USPF, c'est vraiment un chapitre très important. Bon, c'est un peu ça. Je vais continuer ça au niveau de l'autre document. Tu dis? Je vais mettre la capture dans le document Docs. Justement, tu fais comme tu as fait pour le Lab 2. J'ai vérifié, c'était OK. D'accord. Voilà. Bon, j'ai enregistré la vidéo. Je pense que je vais poster. Bon, si tu as un souci, tu reviens juste regarder la vidéo. Ok, pas de souci. OK. Bon, bonne nuit à toi et à demain.